Au milieu des roseaux du sud irakien, entre l'eau sombre, la boue chaude et les traces brisées des premières révilles du monde, une question n'a jamais disparu. Qui étaient vraiment les Sumériens? Nous connaissons leurs tablettes, nous connaissons leurs rois, nous connaissons leurs temples, leurs canaux, leurs contes, leurs prières, leurs guerres. Ils ont laissé tant d'écrits qu'on a parfois l'impression de presque les entendre parler. Et pourtant, au moment le plus simple, au moment le plus humain, tout se brouille. D'où venaient-ils? Étaient-ils les enfants de cette terre, ou les survivants venus d'un ailleurs oublié? Pendant longtemps, les réponses les plus populaires ont toujours été les mêmes. Certains ont dit qu'ils venaient du sous-continent indien. D'autres ont imaginé une arrivée depuis les hautes terres iraniennes ou depuis une zone perdue entre le Caucase et l'Asie centrale. D'autres encore ont transformé leur étrangeté linguistique en preuve d'une étrangeté biologique. Leur langue n'était pas sémitique. Donc, pensait-on, leur peuple devait être venu d'ailleurs. Le raisonnement paraissait élégant. Il a surtout survécu parce qu'il racontait une belle histoire. Mais une belle histoire n'est pas une preuve. Et dans le dossier sumérien, ce détail change tout, car la première révélation de la génétique n'est pas celle que le public attend. Les scientifiques n'ont pas sorti d'un tombeau du sud de l'Irak un génome complet, net et incontestable, portant une étiquette disant « sumérien ». Le climat du sud mésopotamien détruit l'ADN avec une brutalité presque parfaite. La chaleur, l'humidité, le sel, les siècles passés dans un sol agressif. Tout cela efface les molécules avant même qu'elles puissent en raconter leur histoire. Le premier choc est donc celui-ci. Le grand mythe d'une analyse directe et simple de l'ADN sumérien n'existe pas encore sous la forme rêvée par le grand public. Et pourtant, l'enquête génétique a bel et bien avancé. Elle a avancé autrement. Au lieu d'une réponse unique venue d'un seul squelette célèbre, la science a dû reconstruire le puzzle avec des fragments. Des populations actuelles du sud irakien, des restes anciens du nord de la Mésopotamie, des génomes du néolithique, des individus de l'âge du bronze et de l'âge du fer, des lignées paternelles, des lignées maternelles, des signatures régionales, des continuités invisibles à l'œil nu. Ce que la génétique a découvert n'a pas confirmé les vieux récits exotiques. Elle a fait quelque chose de plus radical. Elle a déplacé l'origine des Sumériens du domaine du mythe vers celui d'une histoire profonde, locale, ancienne et beaucoup plus vaste que la civilisation sumérienne elle-même. Autrement dit, l'ADN n'a pas simplement corrigé l'ancienne histoire, il l'a remplacée. Car le vrai point de départ n'est peut-être pas l'arrivée d'un peuple mystérieux. Le vrai point de départ est la longue formation humaine de la Mésopotamie, bien avant les villes, bien avant l'écriture, bien avant les noms de Sumer, d'Ur, d'Uruk et de Lagash, avant les rois, avant les Ziggourats, avant même que quiconque puisse se dire sumérien. C'est là que les mythes commencent à se fissurer. Pendant des générations, beaucoup ont confondu langue, culture et origine biologique, comme si un peuple parlant une langue isolée devait forcément être un peuple venu de loin, comme si une innovation spectaculaire devait forcément être importée par des étrangers, comme si le surgissement des villes ne pouvait pas être le produit lent d'une région entière. Mais l'histoire humaine fonctionne rarement ainsi. Les langues peuvent changer sans qu'un peuple disparaisse. Les cultures peuvent emprunter sans être remplacées. Une région peut devenir brillante sans avoir été fondée par des intrus. L'idée d'un peuple entièrement venu d'ailleurs a survécu. La preuve, elle, non. Quand les généticiens ont commencé à regarder la Mésopotamie profonde, ils n'ont pas trouvé un vide dans lequel les Sumériens seraient apparus par magie. Ils ont trouvé une continuité. Pas une continuité pure, pas une ligne simple, pas une solitude ethnique parfaite. Une continuité plus réaliste, plus ancienne. Une continuité faite de voisinage, de mélange progressif, de transmission locale et de mouvements répétés à l'échelle de l'Asie occidentale. L'une des études les plus importantes pour comprendre cette histoire n'a pas commencé par un roi antique, mais par les Arabes des marais du sud de l'Irak. Leur environnement est unique. Pendant des siècles, les marais ont agi comme une forteresse naturelle. L'eau, les roseaux, l'isolement relatif, les réseaux locaux, les communautés enracinées. Pour les historiens, cette région a longtemps nourri une question troublante. Si une partie du vieux fond humain de la basse Mésopotamie avait survécu quelque part, ne serait-ce pas ici? La réponse génétique a été prudente, mais frappante. Les chercheurs n'ont jamais dit avoir trouvé des Sumériens vivants. Ils ont dit quelque chose de plus sérieux. Ils ont observé, chez les Arabes des marais, une forte fréquence de lignées paternelles relevant du grand groupe J, très répandue au Proche-Orient. Jusque-là, rien d'étonnant. Mais la structure interne de ce signal l'était davantage. Dans leur échantillon, environ 84,6% des hommes appartenaient au groupe J, une proportion extrêmement élevée.
Et parmi ces lignées, l'immense majorité relevait de la branche G1, plus précisément d'une sous-branche appelée page 08. Ce détail compte parce que les auteurs ont interprété cette expansion comme un développement local, compatible dans son calendrier avec la période des cités sumériennes du sud mésopotamien. Le renversement est ici. Ce signal ne pointait pas vers une origine indienne. Il ne pointait pas vers une colonie lointaine venue imposer sa civilisation. Il suggérait au contraire une forte composante moyenne-orientale locale, enracinée dans la région. Les auteurs ont été très clairs sur un point essentiel. Si les Arabes des Marais conservent bien une part de l'héritage humain de l'ancienne basse Mésopotamie, alors cet héritage n'appuie pas le récit d'une fondation venue du sous-continent indien. Le vieux mythe ne tombe pas parce qu'il est romantique. Il tombe parce que les données ne le soutiennent pas. Et ce n'est qu'une première couche, car une lignée paternelle ne raconte jamais toute une civilisation. Elle raconte une direction partielle. Elle suit une ligne d'hommes à travers le temps. Elle peut garder la mémoire d'une expansion, d'un effet fondateur, d'une organisation sociale, d'un isolement relatif. Mais elle ne peut pas, à elle seule, définir un peuple entier. C'est là que beaucoup de récits populaires dérapent. Ils prennent un haplogroupe et en font une nation. Ils prennent un marqueur et en font une identité complète. La génétique sérieuse dit exactement l'inverse. Il n'existe pas de gène sumérien. Il existe des parentés, des continuités, des brassages, des expansions régionales, pas une étiquette gravée dans le sang. C'est pour cela que la seconde couche de preuve compte autant. Quand on remonte encore plus loin, vers le néolithique, la carte devient plus vaste et plus puissante. Des travaux sur l'ADN ancien en Mésopotamie du Nord et dans les régions voisines ont montré que la région n'était pas une enclave étrange surgie du néant. Elle faisait partie d'un large continuum ouest-asiatique. En clair, les populations néolithiques se distribuaient le long d'un gradient. D'un côté, des influences liées à l'Anatolie et au Levant. De l'autre, des influences liées à l'intérieur des terres, vers le Zagros et le Caucase. Et entre les deux, la Mésopotamie occupait une position intermédiaire. Cette phrase change la scène entière. Les ancêtres profonds des habitants de la Mésopotamie n'étaient pas un bloc étranger déposé sur place. Ils faisaient partie d'un vieux paysage humain régional. Un monde de villages, de premiers agriculteurs, de contacts, de déplacements courts et longs, de transmissions lentes. Des sites comme Nemric, Bestansur, où les niveaux précéramiques liés à Chanidar montrent déjà une histoire enracinée dans cette zone de rencontre entre plaine, piémont et montagne. Avant Sumer, il y avait déjà la Mésopotamie humaine. Avant les cités, il y avait déjà la matrice. Pas récente, mais ancienne. Pas importée d'un seul coup, mais tissée sur des millénaires. C'est précisément pour cela que les récits spectaculaires séduisent tant. Ils sont simples. Ils promettent un peuple fondateur, clairement identifiable, presque théâtral, entrant dans l'histoire comme un personnage qui pousse une porte. Mais les génomes racontent autre chose. Ils racontent des couches de parenté, des couches de voisinage, des couches de mobilité. Et surtout, il raconte donc une civilisation peut être nouvelle sans que sa population soit nouvelle. Le monde sumérien a produit une rupture historique, pas nécessairement une rupture biologique totale. La distinction est capitale. Prenons maintenant la question maternelle. L'ADN mitochondrial, transmis par les mères, ajoute une autre dimension. Dans l'étude sur les Arabes des Marais, le tableau maternel apparaissait plus varié que le tableau paternel. Ce n'est pas anormal. Dans de nombreuses régions du monde, les lignées maternelles conservent la trace d'échanges plus diffus, de mobilités différentes, de mariages, de circulations anciennes. Cela complique le récit, et c'est précisément pour cela que c'est précieux. Une origine réelle n'est presque jamais propre et géométrique. Certaines études plus anciennes, menées sur un nombre très réduit d'échantillons du Moyen-Euphrate, ont parfois été brandies comme si elles prouvaient une origine extérieure des populations fondatrices de la Mésopotamie. En réalité, leur portée est bien plus faible. Quelques ADN mitochondriaux, sur quelques individus, à des périodes différentes, ne suffisent pas à résoudre la question sumérienne. Ils montrent tout au plus que la Mésopotamie a toujours été traversée par des contacts lointains. Ce n'est pas la même chose. Une connexion n'est pas une fondation. Un signal maternel isolé n'est pas un verdict sur tout un peuple. Voilà encore un mythe qui s'effondre. La présence de liens lointains n'implique pas que la civilisation soit née de l'extérieur. Mésopotamie ne veut pas dire pureté. Mésopotamie veut dire carrefour. Et le carrefour existait bien avant Sumer. C'est ici que le dossier devient encore plus fascinant, parce qu'il révèle un paradoxe. Plus la science avance, plus elle nous éloigne de l'idée d'une origine simple, mais plus elle nous rapproche d'une vérité plus grande. Les Sumériens n'apparaissent plus comme un peuple tombé du ciel ou débarqué d'un ailleurs mystérieux.
Ils apparaissent comme l'aboutissement local d'un monde déjà ancien, déjà dense, déjà connecté, déjà capable de produire quelque chose d'extraordinaire. Puis vient l'âge du bronze en Mésopotamie plus large. Là encore, l'image n'est pas celle d'un remplacement brutal par une seule vague humaine. Les travaux récents sur l'ADN ancien de Bakr Awa, dans le nord-est de l'Irak, montrent une forte hétérogénéité génétique à l'âge du bronze. Dans ce site, les chercheurs ont séquencé 17 individus allant de l'âge du bronze à l'âge du fer. Ils y ont observé des composantes liées à l'Anatolie, au Levant, au Caucase, ainsi qu'à d'autres horizons de l'Asie occidentale, reposant sur un fond local plus ancien. Puis, après une phase d'abandon, l'âge du fer ne montre pas un effacement total de ces diversités, mais leur intégration. Là encore, la formule la plus importante est simple. Intégration par remplacement. Ce constat concerne le nord-est de l'Irak, pas directement les cités sumériennes du sud. Il faut être honnête sur ce point. Mais il révèle quelque chose de fondamental sur la logique mésopotamienne. Le pays entre les fleuves n'était pas une forteresse ethnique, c'était une machine à absorber, à redistribuer, à incorporer. Un espace où des groupes différents pouvaient coexister, se mêler, transmettre sans qu'une seule identité biologique efface toutes les autres. La Mésopotamie historique est diverse parce que la Mésopotamie préhistorique l'était déjà en partie. Et soudain, la question change. On ne demande plus seulement d'où venaient les Sumériens. On demande quel ancien fond humain a rendu Sumer possible. La réponse est moins sensationnelle qu'une invasion perdue. Elle est aussi beaucoup plus forte. Ce fond semble être largement ouest-asiatique, enraciné dans la Mésopotamie et ses bordures depuis une profondeur de temps immense, puis enrichi par des apports multiples, parfois modestes, parfois importants, sans qu'aucun ne puisse, à lui seul, revendiquer la paternité totale de la civilisation. Cela explique aussi pourquoi la langue sumérienne a tant dérouté les chercheurs. Une langue isolée attire le fantasme. Elle invite à imaginer un peuple isolé. Mais les langues ont leurs propres histoires. Elles peuvent survivre à des mélanges. Elles peuvent s'imposer dans un paysage déjà peuplé. Elles peuvent être le produit d'anciens clivages culturels aujourd'hui effacés. L'isolement linguistique n'est pas la preuve automatique d'une origine génétique étrangère. C'est peut-être l'une des plus grandes erreurs de lecture du dossier sumérien. Le mot étrange n'est pas toujours le signe d'un peuple étranger. Parfois, c'est simplement le survivant d'un monde plus ancien. Et c'est ici que l'image des marais redevient essentielle. Parce qu'un paysage peut conserver plus qu'une économie. Il peut conserver des rythmes sociaux, des réseaux de parenté, des continuités invisibles ailleurs. Les marais du Sud n'ont pas figé le temps. Ils n'ont pas enfermé une population pure, intacte, hors de l'histoire. Cette idée serait fausse. Mais ils ont pu protéger mieux qu'ailleurs certaines lignes locales, certaines expansions régionales, certaines formes de persistance. Dans un espace difficile d'accès, les effets fondateurs et les continuités masculines peuvent laisser une trace plus lisible. Ce que la génétique voit alors, ce n'est pas une pureté antique, c'est une mémoire démographique. Pas une relique immobile, mais une persistance. Pas un musée humain, mais une survivance. Cette nuance est tout. Elle permet d'éviter deux pièges contraires. Le premier consiste à dire que les Arabes des marais seraient les Sumériens vivants, de manière simple, directe, exclusive. La science ne dit pas cela. Le second consiste à dire qu'il n'existe aucun lien local, aucune continuité, aucune mémoire biologique du sud mésopotamien. Cela aussi est trop radical. Ce que montrent les données, c'est une plausibilité de continuité enracinée dans un fond moyen-oriental autochtone, sans appuyer les récits d'une fondation étrangère massive venue d'Inde ou d'un ailleurs mythique. Et ce point a une portée immense, parce qu'il réécrit aussi l'image de la naissance de la civilisation. Pendant longtemps, on a parlé de Sumer comme d'une apparition presque surnaturelle, comme si l'écriture, la ville, l'administration et la monumentalité avaient surgi parce qu'un peuple plus avancé serait arrivé avec un bagage unique. Cette vision rassure. Elle donne un auteur net à l'exploit. Mais l'ADN, combiné à l'archéologie, nous force à regarder autrement. Les villes du sud mésopotamien n'ont peut-être pas été fondées par des étrangers miraculeux. Elles ont peut-être été le résultat extrême, brillant, inattendu, d'un monde local qui mûrissait depuis des millénaires au contact de ses voisins. Ce n'est pas une baisse du mystère, c'est une montée de sa profondeur. Car si les Sumériens ne sont pas des intrus venus imposer la civilisation, alors la vraie merveille est ailleurs. Elle est dans la capacité d'une terre, d'un réseau de villages, de canaux, de marécages, d'échanges, de mémoires accumulées à produire une transformation historique sans précédent. La révolution n'est plus celle d'une arrivée,
Elle est celle d'une condensation. Des hommes déjà là, des femmes déjà là, des ancêtres déjà là. Puis, à un moment de l'histoire, quelque chose bascule. Les institutions se durcissent, les temples s'élèvent, les tablettes se multiplient, les cités rivalisent. Et un vieux fond humain devient la matrice d'un monde nouveau. Même la diversité génétique de la région s'intègre mieux dans ce tableau. Une civilisation n'a pas besoin d'être homogène pour être fondatrice. Au contraire, les zones de contact produisent souvent les plus grands basculements historiques. Là où circulent les techniques, les idées, les alliances, les conflits et les biens, l'innovation devient plus probable. Dans cette lumière, la Mésopotamie n'apparaît pas comme un sanctuaire fermé, mais comme une interface entre plaine et montagne, entre sud marécageux et nord des Piémonts, entre Levant, Anatolie, Zagros et Golfe. Une interface humaine avant d'être un empire. Et c'est peut-être cela que la génétique a révélé de plus fort. Les Sumériens ne semblent pas avoir été moins locaux parce que la Mésopotamie était connectée. Ils semblent avoir été possibles parce qu'elle l'était, locale mais jamais isolée, ancien mais jamais figé, enraciné mais toujours traversé. Chaque vieille théorie qui cherchait un point d'origine unique se heurte à cette réalité plus complexe. L'idée d'une migration totale depuis l'Inde se heurte à l'absence de soutien génétique décisif dans les lignées majeures du Sud. L'idée d'un peuple totalement étranger se heurte au continuum néolithique qui relie la Mésopotamie à son environnement immédiat depuis des millénaires. L'idée d'un remplacement brutal se heurte, dans d'autres régions mésopotamiennes, à des modèles d'intégration et de brassage plutôt qu'à des effacements complets. Et l'idée la plus moderne de toutes, celle d'un ADN capable de trancher d'un seul geste, se heurte elle aussi à la réalité. Les génomes ne parlent bien que lorsqu'on accepte leurs nuances. Il faut donc dire les choses avec précision. Non, nous n'avons pas encore le grand génome sumérien intact qui ferait taire tout débat. Non, la génétique n'a pas confirmé les récits séduisants d'une origine étrangère massive des fondateurs de Sumer. Oui, plusieurs indices convergent vers une histoire beaucoup plus locale et beaucoup plus ancienne du fond humain de la basse Mésopotamie. Oui, cette histoire locale a très probablement coexisté avec des circulations, des contacts et des apports venus d'autres régions de l'Asie occidentale. Et non, ces apports ne détruisent pas l'idée d'une continuité. Ils la rendent simplement humaine. C'est ici que l'émotion du sujet apparaît vraiment. Parce qu'au fond, ce débat n'est pas seulement scientifique. Il touche à la manière dont nous imaginons les premiers visages de la civilisation. Nous avons tendance à croire que les commencements doivent pouvoir venir d'ailleurs, qu'il faut un peuple exceptionnel venu du dehors pour provoquer un choc. Comme si la terre ordinaire, les communautés lentes, les voisinages anciens n'étaient pas capables, à eux seuls, de produire le prodigieux. Le cas sumérien nous oblige peut-être à abandonner cette habitude. La civilisation la plus ancienne n'avait peut-être pas besoin d'étrangers légendaires. Elle avait besoin de temps. Elle avait besoin de rivières. Elle avait besoin d'une mémoire humaine accumulée pendant des milliers d'années. Et elle avait besoin d'un paysage capable de conserver, de mêler, puis de concentrer ses héritages. Dans cette perspective, la grande surprise n'est pas que des influences extérieures aient existé. Bien sûr qu'elles ont existé. La Mésopotamie échangeait, absorbait, affrontait, redistribuait. La grande surprise est ailleurs. Malgré tout cela, malgré les passages, malgré les brassages, malgré les élites, malgré les crises, malgré les changements de langues et de pouvoirs, le signal le plus fort ne conduit pas vers un mythe lointain. Il ramène encore et encore vers un fond régional ouest-asiatique, ancien, local, mésopotamien au sens le plus profond du terme. Pas une importation tardive, mais une survie ancienne. Pas une façade, mais une racine. Pas une invention romantique, mais une possibilité soutenue par les données. Alors, qui étaient les Sumériens ? Peut-être que la réponse la plus honnête est aussi la plus puissante. Ils n'étaient probablement ni le peuple sorti de nulle part que l'imaginaire adore, ni une population pure, isolée, fermée sur elle-même. Ils étaient plus anciens que le mythe et plus mélangés que la légende. Les enfants d'une terre de contact. Les héritiers d'un vieux continuum humain installé entre le Levant, l'Anatolie et les Piémonts du Zagros. Des populations locales transformées par la durée, par l'environnement, par l'organisation sociale, puis projetées dans l'histoire par la naissance des villes. Cela change même le sens du mot origine. L'origine n'est plus un point sur une carte. Elle devient une profondeur. Une profondeur de villages oubliés, de lignées persistantes, de mariages, de deuils, de déplacements, de saisons du fleuve, de communautés qui n'ont jamais écrit leur nom mais ont rendu possible les tablettes de leurs descendants. Et soudain, le mystère initial prend une autre forme.
Le visage introuvable des Sumériens n'est pas celui d'un étranger perdu. C'est peut-être celui de milliers d'ancêtres sans statut, sans gloire et sans nom, déjà présents dans le paysage bien avant que l'histoire ne commence à les enregistrer. Les cités sont venues plus tard, l'écriture est venue plus tard, le prestige est venu plus tard. Mais la base humaine, elle, était déjà là. C'est pour cela que la conclusion dérange autant les vieux récits, parce qu'elle enlève au mythe sa destination exotique et lui donne quelque chose de beaucoup plus difficile à accepter. Les Sumériens ne deviennent pas moins extraordinaires si leur origine est locale. Ils le deviennent davantage. Leur génie n'est plus celui d'un peuple tombé du ciel. Il est celui d'un monde humain qui, dans un coin de boue, d'eau et de chaleur, a transformé des millénaires de continuité en révolution. Le plus grand secret des Sumériens n'est donc peut-être pas qu'ils venaient d'ailleurs, c'est qu'ils venaient de plus loin dans le temps, de tellement loin que leur origine ne ressemble plus à une migration unique, mais à la lente montée d'un peuple depuis la profondeur même de la Mésopotamie. Et c'est peut-être pour cela que leur histoire continue de nous hanter. Parce qu'au bout de l'enquête, après les mythes, après les théories, après les lignées, après les ossements, après les génomes fragmentaires et les cartes d'ancestralité, ce qui réapparaît n'est pas un envahisseur oublié. C'est une terre qui se souvient.